Alors maintenant, on va parler donc du bilan maraîchage. On va commencer par la partie maraîchage en parlant d'abord des cultures estivales et ensuite des cultures hivernales. Alors pour les cultures estivales, on va commencer par la culture de courge à la Cicas-Antrex. Donc cette culture de courge, elle a été implantée donc sur chaque parcelle sur 3 rangs, espacés chacun d'1,50 m, et elles étaient plantées à 60 cm de distance sur le rang. Du coup, elle a été répétée, comme on l'a dit, pendant les 3 ans de l'essai, et on a eu aussi en 2017, donc avant la première année de l'essai, un essai variété courge plein champ pour choisir la variété qu'on allait implanter. Et en 2020, on a eu aussi, dans le cadre d'un autre essai, des résultats sur cette variété de courge en plein champ. Donc la variété qu'on a choisie, c'est la courge butternut Havana. Donc elle est plantée à une densité de 0,8 plants par mètre carré. Selon la bibliographie, donc que ce soit le GRAB ou que ce soit nos résultats de 2017 ou les résultats du système bio, etc., c'est une variété qui produit généralement 3,5 à 4 kg par mètre carré. Et on peut voir qu'en 2018, donc pendant l'année où les arbres étaient en première feuille, ça correspond au rendement commercialisable qu'on a sur la parcelle, ce qui est donc satisfaisant. Mais on voit que sur 2019 puis sur 2020, on a une régression de ce rendement, que ce soit par plan ou par mètre carré, et une augmentation de la proportion de courges de petit calibre. Après, les résultats qu'on a pu voir en 2020 en plein champ montrent aussi une forte proportion de courges de petit calibre et des rendements plus faibles que ce qu'on peut trouver dans la bibliographie. Mais ceux qu'on retrouve en agroforesterie sont inférieurs à ceux en plein champ. Pour les apports, donc c'était pas des apports, la question de matière organique directement, on a apporté des engrais bio, donc oui, il y avait de la matière organique, mais on n'a pas fait d'apport de compost directement sur les parcelles pendant les cultures. Donc ensuite, comme ce qu'on disait tout à l'heure, le traitement, l'avantage des courges, c'est que un des rares soucis phytosanitaires qu'on a eu sur cette culture, c'est la présence d'oïdium, et du coup, on a pu le traiter avec du soufre. On utilisait du thiolite, ce qui est compatible avec les abricotiers. Et au niveau oui, de l'implantation, c'est une culture qui est implantée aux alentours de la mi-mai, fin mai, et qu'on peut récolter fin août. Donc, par rapport à l'espèce de la variété d'abricotier qu'on a, qui est Coolgat, qui est censé se récolter en juin, donc les courges seraient encore assez petites, les plants sont pas encore trop rampants, et ça permet donc une récolte sans gêne pour les ouvriers. Et du coup, la récolte fin août des courges permet d'implanter rapidement les cultures d'hiver à la suite, ce qui est intéressant parce qu'on a un créneau assez léger pour les cultures d'hiver ensuite. Ok. Alors pour la partie TESA, donc nous c'est pareil, on a fait de la courge sur les 3 années. Alors nous on a vraiment des grandes différences de rendement, mais parce qu'on a testé plusieurs choses chaque année. En gros, la première année, on avait mis uniquement une seule planche sous les arbres, parce qu'on voulait vraiment voir par rapport au passage des tracteurs si ça gênait. On a mis plusieurs planches à plusieurs endroits. Et donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'on a des rendements assez faibles au mètre carré. Et en fait, on a eu des problèmes d'irrigation et on a eu une grosse attaque d'acariens, donc c'est ce qui explique aussi qu'on a eu faible rendement. Et donc, l'aspect intéressant aussi de 2018, c'est qu'on avait testé de mettre la courge sur le rang. Parce qu'en fait, nous, sur notre verger, on a un goutte à goutte qui est installé avec des goutteurs tous les 50 cm. Donc, entre deux arbres, du coup, il y a des goutteurs qui coulent donc sans arbre dessous. Donc, on avait voulu mettre des courges un petit peu en décalé par rapport aux goutteurs pour voir si ça pouvait être intéressant. Et en fait, ça n'a pas été intéressant du tout parce que on avait en fait les courges qui avaient des besoins en eau beaucoup plus faibles que les arbres. Les arbres étaient arrosés en plein été, ils étaient arrosés 4 fois 45 minutes par jour. Donc on a eu des courges qui ont été vraiment asphyxiées sur le rang, contrairement à l'enterrant où là on peut maîtriser l'irrigation vraiment spécifique pour le maraîchage. Donc voilà, 2019, par contre, donc là c'était notre meilleure année. On a fait vraiment 3 planches de courges. On a eu une bonne gestion d'irrigation, on a eu un bon rendement, du coup, qui correspond à ce que disait Maxime, à 3,5 kg par mètre carré. Et en 2020, en fait, là, on a commencé à voir l'effet un petit peu négatif des arbres aussi, c'est que les arbres se sont beaucoup développés et on ne pouvait plus passer sous les arbres. Donc, on a dû réduire de 3 à 2 planches pour pouvoir mettre en place des courges.
Et en plus, au lieu de faire de la plantation de courges, 2019, on a planté en 2020, du coup, on avait fait un semi-direct. Donc, ça peut être aussi, c'est ce qui fait qu'en fait, les courges sont arrivées un peu plus tard, parce que le semi-direct, le premier, a moins bien marché. Il y a eu très peu de germination. On a dû refaire un semi-direct 3 semaines après. Donc, du coup, on a tout récolté en fait la même journée, donc c'était le 22 septembre, mais on aurait pu récolter encore après parce qu'on avait beaucoup de fruits verts. Donc, c'est ce qui explique aussi le faible rendement de 2020. Donc voilà, nous, ce qu'on peut retenir de cette partie-là, c'est qu'on a quand même la diminution de la surface de plantation par rapport aux arbres, donc qui grandissent aussi, hein, qui peut être problématique par rapport au maraîchage. Et après, alors ce qu'on a observé aussi, c'est un impact de l'ombrage. Ça, on va le voir sur la photo d'après. Voilà. Là, c'est une photo qu'on a prise en juillet 2020. On voit, alors, les courges qui sont devant nous, en fait, elles n'avaient pas d'arbres. C'était une partie de la parcelle où les arbres s'arrêtaient. Et on voit clairement qu'au niveau des arbres, on a un effet de l'ombrage avec des courges qui sont beaucoup moins développées sur la partie gauche. Et voilà, donc nous, c'est vrai que c'est un verger qui est orienté est-ouest. Alors, c'est pas forcément ce qui est conseillé, on conseille plutôt du nord-sud. Donc, effectivement, le sud est à gauche de la photo, là. Donc, forcément, tout ce qui est au nord des arbres, notamment le rang le plus au nord, est impacté par l'ombrage quasiment systématiquement. Voilà, et donc là, c'était aussi pour montrer une photo passage de tracteur sur la parcelle. On voit bien que les arbres ont bien développé. Là, c'est Rémi qui est sur le tracteur. On voit bien qu'il a un peu plus de mal à passer sous les arbres. Et donc, c'est ce qui explique la réduction de 3 à 2 planches en intervent, en tout cas à partir de 2020. Nous, sur les autres, 2019, on a pu le faire, mais à partir de 2020, c'était plus possible. Alors maintenant, on va parler de la patate douce, donc qui a elle aussi été faite sur 3 années à la SICA Centrex. Donc c'est une culture assez innovante, mais qui était intéressante par son faible besoin en intervention phytosanitaire et du coup son feuillage couvrant. Donc elles ont été plantées sur la parcelle agroforestière à une densité de un peu plus de 2 plants par mètre carré. C'est une des rares cultures où la densité correspond à celle qu'on peut retrouver en plein champ en général. Généralement, on a dû diminuer cette densité à cause du nombre de planches possibles sur la parcelle. Mais là, avec les buts qui sont faites, on a fait faire par un prestataire, en fait, on pouvait avoir 4 buts différentes sur chaque parcelle. C'est une culture donc voilà qui selon la bibliographie produit a des rendements aux alentours de 2 à 3 kg par mètre carré. Et on peut voir que c'est des rendements qu'on a atteints en 2018 et en 2020. Alors en 2019, on voit que les rendements sont beaucoup plus faibles, que ce soit d'ailleurs, c'est une culture aussi qu'on a réalisée en plein champ en 2019, que ce soit sur la parcelle de plein champ ou la parcelle agroforestière, on a des rendements très très faibles. C'était dû très probablement aux plants qu'on avait achetés cette année-là, qui en fait n'étaient pas des plants mais des boutures qui venaient d'Espagne, et où on a retrouvé le virus SPFMV, donc un virus de la patate douce, sur nos plants, et il y a eu une production du coup beaucoup plus faible. Une observation qui a été faite en 2020 sur les patates douces, c'est le rendement en poids par ligne. Le but était de voir si du coup l'éloignement de la ligne de culture par rapport aux arbres et son orientation, donc qu'elle soit à l'est ou à l'ouest, parce que le berger anneau est orienté nord-sud. Donc voilà, voir si cette orientation ou cet éloignement avait une influence sur la production. Donc il n'y a aucune différence statistique qui soit ressortie, mais sur les 4 parcelles élémentaires mises en place, on observe quand même la tendance qui est montrée dans ce graphique, avec des rendements plus faibles sur les lignes proches des arbres et des rendements plus élevés sur les lignes du milieu de la parcelle, sans influence visible vraiment de l'orientation. Donc la ligne 1, ce que j'ai appelé L1 ici, ça correspond à la ligne la plus à gauche là sur la photo, qui est donc à l'est des arbres. Et voilà, et ainsi de suite, ligne 2, ligne 3, ligne 4, en allant de plus en plus vers l'est. On peut donc dire que cette culture, cet essai a été plutôt une réussite dans son implantation en agroforesterie parce qu'il y a eu, encore une fois, un besoin d'intervention phytosanitaire quasi nul, avec sur les 3 ans, on a traité cette culture qu'une seule fois en 2020.
et une production au moins pour les années 2018 et même pour l'année 2020 sur des arbres qui ont 3 ans et qui commencent à avoir une certaine vigueur et du coup à créer de l'ombrage, une production avec un rendement en kg par mètre carré tout à fait satisfaisant par rapport aux chiffres qu'on peut observer dans la bibliographie ou même en plein champ. Alors, moi, je vais vous parler des pastèques donc, qu'on a testé cette année en 2020. Donc, alors, vous avez la photo, donc, comme je disais, des deux planches uniquement sur la parcelle. Donc, je reviens juste sur la question de François Warlock là, sur est-ce qu'on aurait pu faire des buts. En fait, le truc, c'est que nous, déjà, on était un peu, on va dire, obligés d'avoir enfin, on n'avait pas le matériel pour ça déjà sur place. On a pu prendre une pailleuse de maraîcher à côté qui n'avait pas de buteuse, donc on n'a pas pu le tester. Mais après, il faut voir. C'est vrai que pourquoi pas, ça pourrait peut-être se faire, mais nous, on n'a pas eu l'occasion par rapport au manque de matériel là-dessus. Voilà. Donc, pour revenir sur les pastèques, en fait, donc, on a fait 2 planches. Alors, le truc, c'est qu'on avait testé essentiellement une variété, donc d'Orin, qui est sur le graphisme ici, mais on avait une variété pollinisatrice aussi qu'on avait mis, donc un pied tous les 10 d'Orin à peu près. C'est pour ça qu'on a un rendement beaucoup plus faible. Donc, c'était Yellow Love, la variété pollinisatrice. Et en fait, moi, je voulais rebondir sur l'aspect ombrage encore une fois. Bon, en général, on a eu quand même un bon rendement. Hein. On a eu 3,7 kg par plant à peu près. Et en fait, on a essayé, quand on a pu en tout cas, de bien séparer les fruits qui venaient du rang 1 à gauche et du rang 2 à droite. Donc, on voyait que le rang 2 a été impacté plus par l'ombrage. Ça, c'est une photo qu'on a fait en juin à midi et demi, donc en plein milieu de la journée. Et on voit bien, donc, et ça se retrouve au niveau rendement aussi, que le feuillage est moins développé et qu'on a du coup quand même des petites différences en termes de rendement sur le rang 2. On a un pourcentage, ça correspond à 15 à 20% de rendement de moins sur le rang avec ombrage. Voilà. Alors par contre, sur la salade, donc ça c'était le résultat de l'année dernière, 2019, on a eu un phénomène plutôt inverse. Donc là, pour le coup, on avait 3 rangs, 3 rangs de salade. Vous avez la parcelle à droite, là, donc le sud qui est à droite. Et le rang 1, le rang 2 étaient impactés par l'ombrage, pour le coup. Et le rang 3, par contre, était très ensoleillé. Et en fait, on retrouve en termes de rendement. Alors, les récoltes ont été très rapides. On a fait une récolte le 2 juillet et le 4 juillet. Si vous vous rappelez bien, en 2019, il y a eu la canicule en juin. Donc, les salades, ça a été assez rapide. Elles sont très vite montées et parties en nécrose. Donc, ça a été très, très rapide. On a quand même eu un rendement assez faible en général. Mais ce qu'on a observé, c'est que le rang 3, donc surtout sur la récolte du 4 juillet, on a eu quand même beaucoup moins de rendement. Enfin, beaucoup moins, ça reste quand même léger, mais bon, on a quand même 15 kilos de moins par rapport aux autres rangs. Et donc voilà, la chose qu'on peut observer, c'est que c'était quand même le rang le plus ensoleillé, et c'est effectivement le rang où, à contre-coup, après, on a eu plus de nécrose et plus de montaison, sûrement suite à la canicule qu'il a fait en 2019. Alors, on va passer aux cultures d'hiver maintenant. Donc, pour les cultures d'hiver, donc là, il y a ce gros tableau à gauche qui résume un peu tout. Donc, il y en a 3 qui ont été faites sur les 2 années, sur les 2 hivers. Après, on a eu pour l'instant sur le projet, donc, ce sont les fenouils, la scarole et les mini-bleds. Et 3 autres cultures qui ont été testées donc, sur une seule année, les fèves, le brocoli et le radis noir. Donc, les fèves ont été testées sur l'hiver 2018-2019 et ont été retiré comme culture d'hiver, comme possibilité de culture d'hiver du projet juste après parce qu'on a vu qu'elle avait un cycle en fait beaucoup trop long et du coup on n'arrivait pas à les intercaler entre la fin des cultures d'été précédentes et les premiers traitements qui devaient avoir lieu sur la parcelle. Leur but, c'était en tant que légumineuse de voir si elles pouvaient servir d'apport azoté par la suite, etc. Mais du coup, leur cycle trop long les rendait inadaptés à ce système de culture. Les radis noirs ont été tentés uniquement sur l'hiver de 2019-2020. C'était parce qu'on avait une des parcelles élémentaires sur cette grande parcelle agroforestière qui était très compactée. Donc, on voulait choisir une culture basée sur des tubercules pour pouvoir un peu décompacter le sol. Donc, c'est un test un peu qu'on a fait et puis ça pouvait être une culture de diversification intéressante.
Et les brocolis, on les a fait donc uniquement dans les résultats qu'on présente sur l'année 2019-2020, mais ils sont réimplantés de nouveau cette année. Ceux d'entre vous qui viennent à la visite pourront les voir. C'est une culture, le brocoli, pour laquelle on a eu des bons résultats que ce soit par rapport à la bibliographie ou au rendement qu'on peut voir chez des producteurs. On a récolté une grande partie des pieds plantés avec un rendement en kilo par mètre carré qui fait partie de la fourchette haute de ce qu'on retrouve dans la bibliographie. On a eu peu de problèmes phytosanitaires malgré une demande d'intervention un peu plus importante que sur les autres cultures, notamment pour gérer la pyride. Ce qu'on a pu faire tout à fait par contre en utilisant du delphin, généralement du bacillus. Pour les mini-blettes, donc ouais, elles ont été testées sur les 2 années avec des résultats assez similaires, même si en deuxième année on a réussi à mieux gérer l'aspect phytosanitaire de la culture et donc récolter une plus grande partie des pieds. On a un rendement commercialisable en kilo par mètre carré équivalent. Euh, c'est une culture qui normalement est plantée à très haute densité, plutôt aux alentours de 14-15 plants par mètre carré. Et nous, sur la parcelle, on a pu uniquement le faire donc voilà, à 3,25, 4, entre 3 et 4 plants par mètre carré. Donc ça, c'est dû donc au matériel qui ne soit pas forcément adapté pour introduire entre les arbres des cultures à haute densité si on veut toujours avoir des passages de roues, etc. Et du coup, ça fait que le rendement donc par plan où le poids moyen sont corrects et l'état phytosanitaire peut l'être aussi, mais le rendement commercialisable est beaucoup plus faible que ce qu'on peut retrouver dans la bibliographie. Et du coup, on verra par la suite que ça impacte aussi les résultats économiques de cette culture. Et enfin, l'escarole et les fenouils, donc c'est deux des cultures sur lesquelles on a eu des très bons résultats. L'escarole, notamment sur l'hiver 2018-2019, où donc on a récolté 100% des pieds plantés de scarole et dont la grande majorité était commercialisable avec un poids moyen de 753 grammes, donc très proche des 800 grammes recherchés généralement en la vente en semi-gros. Et les fenouilles, quand on regarde le pourcentage de pieds récoltés, il est assez faible, mais c'est pareil, c'est parce que c'est une culture de très forte densité. Et là, on a réussi, avec notre implantation, à garder une densité quasi équivalente à celle observée en plein champ. Et au niveau des rendements, on est par contre dans de la fourchette basse par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la bibliographie, mais on est quand même très proche des rendements observés en plein champ, et ce, sur les 3 années. Donc, sur l'hiver 2019-2020, on a aussi fait les mêmes observations pour les cultures d'hiver que celles qu'on avait fait pour les patates douces. Donc, observer le rendement par ligne pour voir s'il y avait une influence des arbres en hiver. Et ce qu'on retrouve pour toutes les cultures, c'est qu'il n'y a pas d'influence spécifique de la distance aux arbres ou de l'orientation pour les cultures d'hiver. Ce qui paraît logique parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres, donc pas de compétition pour la lumière, et avec la dormance, il n'y a pas non plus de compétition spécialement pour les ressources. Mais c'est un point qui veut dire que même si les cultures d'été seront peut-être moins possibles avec l'avancement en âge du verger parce qu'il y aura plus d'ombrage, etc., donc il faudra peut-être réfléchir à réduire le nombre de rangs cultivés par parcelle, etc. Pour les cultures d'hiver, ça ne semble pas, en tout cas sur les observations qu'on a pu faire pour les 3 premières années, être le cas. Donc sur les photos qu'on voit à droite, il y a donc les brocolis et les fenouilles qu'on a cultivés. Et sur cette diapositive, on peut retrouver donc les salades à gauche, les radis noirs au milieu et les mini-blettes à droite. Donc toutes les cultures d'hiver ont été implantées de la même manière que les courges, c'est-à-dire 3 rangs par parcelle alimentaire, espacés d'1,50 m. La plupart des cultures sont sur paillage biodégradable. Il y a juste le radis noir qui, comme il a été semé, a cultivé sur paillage. Donc là, il y a pareil de nouveau un assez gros tableau qui permet de présenter les résultats économiques généraux de la parcelle. Donc on peut voir que les scaroles les fenouilles présentent les meilleurs résultats économiques, suivis de proche par le brocoli, avec des chiffres d'affaires à l'hectare qui sont situés entre 15 et 20 000 euros. La marge brute estimée du coup sur la parcelle a été positive, elle était faible. Donc pour calculer cette marge brute, on a retiré donc au chiffre d'affaires les coûts du matériel spécifique au maraîchage, des plants, etc., des produits phytosanitaires et aussi celui du temps de travail.
On se retrouve donc avec une marge brute qui est positive. Elle est très faible parce que, notamment au niveau du temps de travail, on a un temps très élevé de par la diversité des cultures, donc les récoltes plus étalées dans le temps, etc. Et aussi parce que la présence des arbres complexifie un peu certaines interventions, que ce soit de l'entretien de la parcelle ou des cultures. Mais c'est plutôt un signe positif. Cette marge brute, elle a été positive sur, pour l'instant, les 2 années complètes d'essais qu'on ait pu faire. Donc c'est intéressant. Nous, on n'aura pas l'aspect économique aussi bien détaillé pour TESA. Mais voilà, moi, je vais vous présenter un peu ce qui a été fait à TESA pour les cultures d'hiver. Donc d'abord pour la partie choux, donc ça c'était les essais d'hiver 2019-2020. En fait, on a voulu tester plusieurs types de choux, les choux raves, choux pak choy et choux brocoli. Voilà, parce que c'était des demandes aussi. Et donc on a tout planté en même temps le 26 septembre. On a mis la même fertilisation partout, donc avec de l'engrais organique complet. Et on a voulu tester 2 variétés à chaque fois par type de chou. Donc lait choriste pour chou rave, green fortune egg pour pak choy et Thunderdome et Sacramento pour brocoli. Donc après, la densité de plants était différente, d'où le nombre de plants total qui a été planté différent. Et donc pareil, on est parti sur toujours 3 planches, un double rang, donc 2 rangs par planche, en paillage biodégradable avec arrosage en goutte à goutte. Donc les récoltes après ont été décalées. Du coup, chou rave, c'était plus rapide, début de récolte mi-novembre, pak choy 22 novembre et brocoli, c'était 28 janvier pour la première variété et beaucoup plus tardivement pour la deuxième variété Sacramento. Donc voilà, ça c'est une photo aussi de nos parcelles. Donc à gauche, vous avez les pak choy. Donc on voit qu'il y a quand même une bonne réussite. Enfin, il y a une bonne accroche, on va dire, une bonne reprise généralement. Chou rave aussi. Donc là, c'était un petit peu, c'était déjà proche de la récolte. La deuxième photo, on est aussi sur une jolie parcelle. Et sur la droite, donc vous avez les brocolis. Donc c'était planté un trou sur 2 hein, parce que la densité est plus faible pour les brocolis. Donc ça, c'était vraiment peut-être 15 jours après plantation, même pas une semaine. Alors pour les résultats, donc en termes de densité, pareil, nous on se retrouve à peu près sur ce qui correspond avec le plein champ finalement, hein, donc 5 plants par mètre carré et 2,5 pour les brocolis. En poids moyen récolté, donc on est sur des poids qui correspondent à peu près à ce qui peut se vendre aussi en circuit long. Et alors après, en pourcentage de pieds récoltés, en fait, on a quand même eu des résultats assez mitigés. En chou rave, on a eu une grosse attaque de limaces, en fait. Alors voilà, c'est ce qui provoque les dégâts que vous voyez en bas à droite. Là, c'est un chou donc, qui a été grignoté, on pense, en début de floraison, et puis au fur et à mesure qu'il grossit, donc les trous grossissent aussi. Donc ça a été quand même un peu compliqué pour nous de gérer. On a fait plusieurs interventions phytosanitaires avec du phosphate ferrique à 3 à 4 reprises. Et donc voilà, on a quand même une variété qui a été un peu moins impactée. Et après, on retrouve aussi l'effet négatif de l'ombrage, on le verra tout à l'heure, mais sur certains rangs, les rangs les plus au sud, toujours pareil, ont été beaucoup moins récoltés, sont restés plus petits. Donc voilà, on a retrouvé ça aussi sur le chou rave. Pour le pak choy, alors là, il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu une attaque importante de noctuelles en cours de culture. Et il y a aussi eu le fait que le marché était assez plombé sur le pak choy, donc on n'a pas pu vendre beaucoup de pak choy, et donc ils sont restés au champ longtemps. Et donc les noctuelles, voilà, sont arrivées et on a eu beaucoup de dégâts. On voit une petite photo là en bas aussi avec quelques dégâts sur feuilles. Donc c'est ce qui fait qu'on a eu un pourcentage assez faible. Et par contre, en brocoli, alors sur la première variété Thunderdome, on a eu, comme la Centrex, des très bons résultats, 93% de pieds récoltés. Par contre, Sacramento, il y en a eu que la moitié des pieds qui ont été récoltés. Ça, c'est dû au fait que ça a été aussi un cycle très tardif, donc ils sont arrivés en février. Et du coup, déjà en février, comme on disait au tout début, il faut que la parcelle soit libre pour les premiers traitements abricots. Donc on a dû laisser des pieds qui étaient encore, je pense, récoltables, mais voilà, pour laisser la place au traitement abricot. Et en plus de ça, on a eu quand même des pieds sectionnés à la plantation aussi, et ça a été plus marqué sur la variété Sacramento à cause de la tramontane. On a eu une grosse période de plantée, donc tramontane importante, juste après la plantation, qui nous a sectionné pas mal de pieds. Donc voilà à peu près pour cette partie. Voilà, par rapport à l'impact négatif, donc là, on retrouve sur la gauche donc,
des parcelles de 15 brocolis, en fait. Donc, vous voyez, ce sont les poids, en fait, hein, qu'on retrouve sur les différentes petites cases, avec les dates de récolte. Donc, les bleus foncés, c'est le 11 février, les bleus clairs, c'était le 17. Donc, ça, c'était sur Sacramento, hein, la variété tardive. Et on voit que le rang 3, donc, qui était le plus au sud, donc le plus impacté par l'ombrage, vraiment le rang le plus collé aux arbres, on a récolté que 4 brocolis sur 15 sur la ligne. Par rapport aux autres, on a récolté entre 9 et 12 brocolis. Donc on voit toujours pareil, ceux qui étaient donc les cases blanches en fait. Je répondrai après François à ta question. Mais voilà, on observe bien que du coup les pieds ont été petits, enfin sont restés petits ou enfin, c'est surtout petits et certains ont été abîmés. Du coup ça c'est par le vent aussi. Donc voilà, on retrouve cet effet-là. Pour les fenouils, scaroles et fèves, donc ça, nous, on a tout testé en 2018-2019. Donc ça a été assez intéressant. On a planté fenouil scaroles, toujours pareil, vers fin septembre. Et par contre, les fèves, on les a semées beaucoup plus tard. On les a semées le 13 novembre. Donc en fait, les fèves, elles sont derrière les scaroles. Là, sur la photo que vous avez en bas, ce sont les planches de scaroles. Et vous avez les fèves derrière, à peu près proche du tunnel, et les fenouils qui sont à côté. Et donc, en termes de suivi économique rendement, donc les fenouils, pareil, on a eu pas mal de casses à cause du vent, malheureusement. Donc ça, c'est pas forcément dû à l'agroforesterie, hein. On pense que c'est peut-être dû aussi au fait que les pieds n'ont pas été assez plantés profond et du coup, il y a pu y avoir ce problème de casse, d'autant plus que le fenouil, c'est quand même, les plants étaient tout petits et c'est très fragile quand ils sont plantés tôt. Donc voilà, du coup, ça peut être dû à ça et pas forcément lié à la parcelle. Par contre, en scarole, on a eu des très bons résultats, comme à la Centrex aussi, avec 96% de pieds récoltés. Donc du coup, voilà, sur 4 récoltes, hein, ça a été assez rapide et assez homogène. Donc voilà, on était plutôt contents sur la scarole. Les fenouils, ça mériterait d'être refait. Donc on a vu avec les résultats de la Centrex que c'est quand même faisable et que c'était assez joli aussi. Et donc par contre, la fève, donc nous on l'a semée trop tard. C'est vrai que la fève est arrivée au mois de février, même après. Donc toujours pareil, en fait, on a dû broyer les fèves pour pouvoir laisser la place pour pouvoir faire les traitements d'abricots. Et en fait, bon, c'était un mal pour un bien puisque ça nous a permis de faire aussi un engrais vert. Et il y a certains producteurs qui utilisent les fèves aussi quand même par rapport à des plantes réservoirs d'auxiliaires pour les pucerons. Donc c'est vrai que c'est un aspect aussi intéressant, sans forcément parler de la récolte, mais pour l'aspect aussi plante réservoir.